Janine. Oui. Janine, on s'en va en ligne droite vers une enquête royale sur les services sociaux au Québec. Janine, je te prédis, une enquête publique sur les services sociaux, ça n'a plus de maudit bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Ces femmes-là les travailleuses sociales font n'importe quoi, excepté ce qu'elles devraient faire. Il y a eu des articles. Ils sont rendus, ils ont le nez fourré dans la psychiatrie, ils bossent des départements de psychiatrie, et ils ne s'occupent pas des personnes pour lesquelles elles sont payées. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Une enquête publique. Une enquête publique, parce que ça a été enquête diffusé. publique sur la DPJ, enquête publique sur les services sociaux. Ça coûte des tas de millions, ça produit rien, ce monde-là. L'efficacité. Les enquêtes publiques, Pierre, faut que ça débouche sur quelque chose aussi. Non, parce que ça les gêne. Les femmes haïssent ça se faire enquêter. C'est pour ça que je dis. Puis c'est un milieu de bonnes femmes. Alors, si tu fais une enquête publique, ça va leur foutre les jetons, puis là, ils vont commencer à réfléchir. En tout cas, parce que il y a eu des gros reportages à la télé. Il y a eu une série d'articles, mais plusieurs articles. C'est quand, là? À l'automne. Et ça retombe comme de la poussière. Ça retombe au sol. Puis en ligne, ici, on en a, là, plein. Janine, oui. Les services sociaux et la DPJ, c'est un cartel. C'est un cartel, je te le dis. Mais il va falloir... Et j'ai pas de problème avec les femmes. Il y en a quelques bonnes là-dedans, mais elles sont complètement neutralisées. Ils font n'importe quoi. Je te dis, à certains endroits, sont en charge des infirmières psychiatriques. Alors une infirmière en charge d'un département interne, une travailleuse sociale en charge d'un département interne de psychiatrie. Allô? Allô? Alors que des femmes comme Lia, des familles comme sont laissées à eux-mêmes. Puis on espère qu'ils vont tenir le coup le plus longtemps. Ma petite madame, vous avez pas l'air de filer bien fort. Hein? On va vous envoyer un psychologue. Tu sais, c'est à peu près ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait 18 ans qu'elle supporte, qu'elle fait des démarches. Je comprends très bien son cas, là. Puis là, on y sort toutes sortes de mots, de l'audimutité, puis il est dysphasique, puis il y a tout le jargon de l'Université de Montréal dans son dossier. Puis votre père vous dit que c'est probablement un enfant qui est autiste. Voyons, c'est déficient. Écoute, 73, 80 quotient intellectuel, l'intelligence limite, et puis avec toutes sortes d'autres symptômes. Là, il est rendu au Risperdal. Puis pourquoi? Ils n'ont jamais expliqué pourquoi il donnait du Risperdal. Est-ce que ça peut aider dans les cas d'autisme, Pierre? Ben oui, ils sont plus calmes. Ils sont plus calmes, mais ça demeure un autiste quand même. Oui. Il est plus calme, il est un petit peu plus en contact avec la réalité, mais il est autistique. Puis il est pas brillant, il est pas plus brillant, là. Monsieur le Président, j'aimerais saluer vous, la présidence, le secrétaire, les personnes présentes de chacun des partis, Madame la ministre et les gens qui vous accompagnent. Nous allons parler ce soir d'abord de protection de la jeunesse. Alors, j'aimerais lire pour situer la situation des centres qui s'occupent de la jeunesse, un article qui a été publié récemment, qui faisait état, en mars, qui faisait état de la santé des jeunes en centre jeunesse. Et je lis le docteur Yves Lambert, médecin en centre jeunesse depuis 10 ans, co-auteur de l'étude menée auprès de 315 adolescents de 14 à 17 ans hébergés dans 7 centres de jeunesse. Il dit « Les résultats ont été obtenus à partir d'un questionnaire rempli par les jeunes qui ont par la suite subi un examen médical. On apprend que plus de 9 adolescents sur 10 hébergés en centre jeunesse présentent au moins un problème de santé et que plus de la moitié, 55%, ont chacun plus de 4 problèmes de santé. Un mot pour décrire cette clientèle souffrante, résume le docteur Lambert, ils sont abusés, négligés, maganés. Ces jeunes vivent des situations complexes, beaucoup de violence, de la maladie mentale, des troubles de personnalité limite, des troubles de consommation ou d'attachement, confie le médecin. La situation des adolescents hébergés en centre jeunesse n'a rien à voir avec celle des autres jeunes, décrit l'auteur de l'étude. La consommation problématique d'alcool et de drogue des jeunes en centre jeunesse atteint 45%, presque un jeune sur 2, alors que les pires cas dans la population en général représentent 5% des jeunes. Donc, c'est 9 fois plus élevé. Même phénomène en ce qui concerne le suicide. Les jeunes qui vivent en centre jeunesse tentent de mettre fin à leur jour presque 3 ou 4 fois plus que les autres adolescents, observe-t-il. Le Dr Lambert dit « On n'est pas capable de voir tout le monde. Ces jeunes deviennent donc de grands consommateurs de nos urgences. » Madame la ministre, sachant cela,
De combien augmentez-vous cette année le budget des centres jeunesse? Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux remercier le député de Rosemont de sa question et j'aurai tantôt le loisir de pouvoir faire quelques remarques introductives quand le parti ministériel prendra la parole. Je vais consacrer mon temps à répondre au député de Rosemont et j'ai le goût de lui dire que, tout d'abord, autant comme pour vous, ma préoccupation première, ce sera certainement la protection et le bien-être des enfants et vous le savez très bien pourquoi. On a des enfants de les deux et c'est important, c'est l'avenir du Québec. Et vous avez raison que c'est la clientèle dans les centres jeunesse, c'est notre clientèle la plus fragile et il faut de ce fait-là s'en occuper davantage. Et je veux vous rassurer parce qu'il y a plusieurs mesures qui sont mises en place dans les centres jeunesse, mais aussi il y a des choses qui sont déjà arrimées au niveau du personnel soignant. Ceci étant, il faut savoir qu'en matière de prévention du suicide, parce que vous l'avez abordé dans votre question, on peut compter sur un réseau de sentinelles qui est là pour former, mais repérer les cas plus problématiques que les autres. Et on met l'accent là-dessus, puis c'est ce qu'on a développé au Québec pour faire la prévention du suicide, les réseaux sentinelles. Mais ce que j'ai surtout le goût de vous dire, vous avez, le docteur Lambert a raison, c'est pour ça qu'on a fait le projet de loi 10 qui a été adopté dernièrement, comme vous le savez, pour intégrer les services, s'assurer qu'il y ait une continuité de services, qu'il n'y ait pas des services par segment ou par îlot, mais qu'il y ait une continuité de services à travers les centres jeunesse qui va permettre aux jeunes d'obtenir à la fois des services de santé, des services psychosociaux. Bref, c'est pour intégrer l'ensemble des services que ça va nous permettre de mieux les servir, la population dans les centres jeunesse. Tout n'est pas noir, puis c'est un petit peu, je vous dirais, à la grandeur du Québec, inégal. Mais on vient d'adopter la loi, puis en mettant en réseau tous les établissements, puis en ayant à travers chaque CIS, les centres intégrés de santé et services sociaux, ce que le ministre de la Santé a mis sur pied, ça va nous permettre justement cette intégration de services qui va faire en sorte qu'on va améliorer la qualité de vie des jeunes. S'ils sont rendus là, il y avait des problématiques dans leur vie. Il faut pouvoir les aider à s'en sortir. La question que je vous posais, c'est Il y a eu un deuxième suicide en 5 mois au centre jeunesse d'Huberdeau dans les Laurentides. Et Harold, vous avez appris que la coroner déplore le manque d'accès à des pédopsychiatres et aussi le manque de formation des éducateurs. Mélanie, il y a environ une semaine, on dévoilait un premier rapport du coroner. C'est survenu en mars 2014. C'est un jeune, Guillaume Bonnier-Crépeau, qui s'est suicidé. 7 mois plus tard, ce jeune homme qui avait 16 ans, presque 17 ans, Mathias Boivin, est également passé à l'acte. Ce jeune homme avait été admis au centre jeunesse Huberdeau en 2011. Il avait des problèmes de comportement, entre autres de nature sexuelle. Il était très suivi, très encadré par des psychologues. Il se rendait même à l'Institut Philippe Pinel en clinique externe afin de consulter un psychiatre. Il était médicamenté. Mais à un moment donné, quelques jours avant sa mort, au mois d'août 2014, il y a eu comme une diminution de la surveillance, manque de communication, semble-t-il, entre l'équipe soignante et les éducateurs, même qu'il avait fait un geste de strangulation. Puis vous voyez, il avalait des morceaux de céramique, des punaises, des clous. En un mois, en juillet 2014, il avait été conduit 7 fois aux urgences de l'hôpital de Saint-Jérôme. Mais toujours est-il qu'il est passé à l'acte et la coroner donc remet en cause la formation des éducateurs, mais également le manque de pédopsychiatres. Et voici sa recommandation. La coroner recommande aux 6 des Laurentides, c'est les anciennes agences de la santé, là, de mieux offrir les services, de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les délais d'attente pour la population jeunesse en santé mentale. Écoutez, dans les Laurentides, ça prend 260 jours en moyenne pour voir un pédopsychiatre. Il n'y a pas de lit d'hospitalisation. J'ai rencontré la présidente des psychiatres du Québec. La voici. Quand ceux-ci sont bien formés à détecter précocement, bien, la référence va se faire plus rapidement. Mais si ces gens-là n'ont aucune formation en santé mentale, ça se peut que le trouble s'aggrave avant d'être détecté. Et donc, ça aussi, ça crée un délai avant d'être référé vers la ressource spécialisée.
Et Harold, oui, l'avocat Jean-Pierre Ménard, lui, qui demande l'intervention du ministre de la Santé. Oui, il aimerait une commission d'enquête. Il trouve que c'est pas normal qu'il y ait eu 2 suicides en peu de mois puis qu'on ait pris des mesures correctives plusieurs mois après le premier, même le deuxième suicide. Je vous laisse entendre Maître Jean-Pierre Ménard. On est plus à des enquêtes du coroner. Ça sera une enquête publique pour déterminer vraiment qu'est-ce qui s'est passé ici. Comment ça fait qu'on a 2 morts, 2 jeunes qui se suicident en peu de temps avec des lacunes importantes dans le fonctionnement du système de santé, dans le fonctionnement de la surveillance, de la prise en charge, du suivi. Et je dois vous dire qu'il y a un rapport qui a été remis cette année qui disait qu'il y a presque 50 des jeunes dans les centres jeunesse qui ont des problèmes de santé mentale. Il n'y a que 200 pédopsychiatres au Québec, donc un grave problème. Et ça ne veut pas dire que les jeunes qui sont à la DPJ ont des services plus rapides que les autres. Non. Un reportage à suivre un peu plus tard. Et 260 jours, c'est une éternité quand les jeunes ont besoin de services rapides. Puis ça, c'est une moyenne, hein? Oui, il y en a pour qui c'est plus long. Merci beaucoup, évidemment. Harold. Merci. Selon le rapport de la coroner, le jeune homme aurait tenté de se suicider près d'1 an et demi avant sa surdose d'insuline en août 2013. Mais seulement quelques intervenants qui œuvraient auprès de ce jeune au centre jeunesse étaient au fait de cet événement. Ces faits amènent la coroner à conclure que le risque d'une récidive a été sous-estimé. Elle dénonce aussi le manque de formation des intervenants du centre jeunesse au Bas-Saint-Laurent. Selon la coroner René Roussel, ces intervenants n'auraient pas tous la formation nécessaire en prévention du suicide. Du même souffle, elle questionne le manque de communication entre les intervenants du centre jeunesse et ceux du réseau de la santé dans ce dossier. Dans son rapport déposé en juin, René Roussel demande à Québec de mettre en place un nouveau protocole d'intervention pour les employés du service de la protection de la jeunesse qui doivent intervenir auprès des jeunes qui pourraient avoir des pensées suicidaires. Elle recommande également que tous les intervenants impliqués de près ou de loin avec les centres jeunesse puissent suivre une formation sur la prévention du suicide dans les meilleurs délais. Les dirigeants du Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, eux, ont reçu ce rapport le 15 juillet. La présidente directrice générale, Mme Isabelle Malo, a demandé immédiatement dans la même journée un rapport et surtout un plan d'action qui devra se mettre en branle selon sa demande dès le mois de septembre. Une porte-parole du ministère de la Santé nous a confirmé que la révision du protocole d'intervention se poursuivait et qu'il serait disponible d'ici quelques mois. Nous avons également tenté d'obtenir une réaction de la part de la famille du jeune adolescent. Malheureusement, les parents adoptifs du jeune homme ont préféré ne pas commenter. Ici Patrick Bergeron, Radio-Canada, Rivière-du-Loup. Il les endoctrine, la DPJ fait le lavage du cerveau aux enfants qu'ils ont enlevés à leurs parents en leur disant vos parents vous aiment pas, vos parents sont méchants, vos parents, etc. Ouais. Alors l'enfant ne peut que déprimer. Alors, c'est un discours qu'on entend souvent. Et si je reviens sur l'étude, on disait que on apprend que plus de 9 adolescents sur 10 hébergés en centre d'accueil, en centre jeunesse, là, présentent au moins une problématique de santé mentale et que 55% ont plus de 4 problèmes. Donc, on parle pas d'un endroit nécessairement très sain, de toute évidence. Hein? Alors, on peut conclure, premièrement, la DPJ n'apporte aucunement l'aide aux jeunes, ni le soin, même si peut-être l'échantillon est vraiment des cas de troubles de la population qui sont rassemblés, regroupés. Mais est-ce que l'État qui prétend pouvoir faire mieux que leurs parents, les aider, ces jeunes-là, est-ce qu'il le fait vraiment? Mais non, évidemment que non. Et même le coroner le constate. Ah, il le constate définitivement. C'est sûr qu'il y a vraiment un problème au niveau des centres. Et ça coûte des milliards, C'est très, très cher. Une vraie industrie. Ah, bien sûr. Et c'est un système qui s'entretient. On peut facilement voir que on s'organise pour aller chercher des sous là-dedans. C'est-à-dire qu'alors qu'on pourrait aider des jeunes à domicile, supporter leurs parents, à garder leurs jeunes avec eux, leur apporter une aide, les supporter davantage. Non, on préfère les tirer et les mettre en centre jeunesse ou les mettre en famille d'accueil, parce qu'on va chercher des sous aussi de cette façon-là. C'est ça. On va
demander une pension aux parents, là, tu sais, là-dedans, puis on lui coupe son allocation familiale. Alors, les parents naturels reçoivent une aide symbolique de l'État en difficulté, tandis que la famille d'accueil reçoit un salaire. Oui. Alors, où est l'équité dans tout ça? Absolument. Et où est le bon sens, finalement? Hein? Ah non. Écoutez, avec les 2 suicides de jeunes à Huberdeau là, en 2014, vous vous dites, et là je m'adresse à nos auditeurs, vous vous dites que la qualité des services est épouvantablement déficiente dans les centres jeunesse des Laurentides? Détrompez-vous. Le gouvernement leur a octroyé un grand prix pour la qualité de leurs services le 13 novembre 2014. C'est ça, on en a parlé aussi à l'émission. C'est à n'y rien comprendre. Hein. Vous, comme parents, et on disait à quel point le gouvernement et notre État québécois nous prend pour les cons. Absolument. 2 suicides dans la même année, bravo, on donne un prix pour la qualité de tes services. Ben, voyons donc. T'sais, vous, comme parents, là, vous oseriez attendre 260 jours ou 9 mois avant d'offrir un service d'aide psychologique nécessaire à votre enfant? Ben, le DPJ pourrait définitivement s'appuyer sur l'article 38, comme je le disais tout à l'heure, de la loi de la protection de la jeunesse. Pour vous accuser de négligence, de compromission et affirmer que la sécurité et le développement de votre enfant sont compromis. Techniquement, là, vous pourriez vous faire retirer votre enfant, là. Un centre jeunesse fait la même chose. Non seulement on ne le sanctionne pas, mais on pourrait lui accorder un prix pour la qualité de ses services. Personnellement, je le dis sans détour, je trouve ça répugnant. In the near future, Earth is dominated by a powerful world government. Once free nations are slaves to the will of a tiny elite. The dawn of a new dark age is upon mankind. Countries are a thing of the past. Every form of independence is under attack, with the family and even the individual itself nearing extinction. Why don't we learn from the mistakes of our ancestors? Why does humankind find itself bound in a cycle of bloodshed and enslavement? Predatory elites have always rationalized their oppression by claiming that they are superior and have the divine right to rule, when all they really are is a gaggle of ruthless psychopaths, parasitically feeding on the host population until their cancerous movement causes the collapse of the host. There have been thousands of tyrannical governments in history, and less than 10 that can truly be called free. In the 20th century alone, over 150 million people were murdered at the hands of the state. Where does this mindset come from? Why do the elites kill the largest masses of people when no one is resisting them? When they've already attained total control? What ideology drives the elite psychopath? Since Plato's time, 2,400 years ago, state planners have openly proclaimed their desire to control every detail of the commoner's life. From breeding programs to mass extermination of undesirables, the dark dream has continued on for millennia. The scientific rationale for tyranny has always been attractive to elites because it creates a convenient excuse for treating their fellow man as lower than animals. Robert Thomas Malthus, famous for saying that a mass food collapse would be helpful because it would wipe out the poor. His fictional scenario would later be called a Malthusian catastrophe. Malthus is important because his ideas led to the rise of a new scientific field that would dominate the course of human history for the next 200+ years. Charles Darwin, an admirer of the Malthusian catastrophe model, developed the theory of evolution, its chief tenet being the survival of the fittest. With the help of T.H. Huxley, known as Darwin's bulldog for his strong support of Darwin's theories,
Darwin's theories were pushed into wide acceptance among key scientific circles throughout England and then the world. Darwin's cousin, Francis Galton, credited as the father of eugenics, saw an opportunity to advance mankind by taking the reins of Darwin's evolution theory and applied social principles to develop social Darwinism. The families, Darwin, Galton, Huxley, and Wedgwood, were so obsessed with their new social design theory that they pledged their families would only breed with each other. They falsely predicted that within only a few generations, they would produce supermen. The emerging pseudoscience was only codifying the practice of inbreeding, already popular within elites for millennia. The Four Families experiment was a disaster. Within only 2 generations of inbreeding, close to 90% of their offspring either died at birth or were seriously mentally or physically handicapped. The moneyed class of the planet, and particularly the royal families of the world, who were already obsessed with breeding and filled with a predatory disdain for the underclass, seized on the new science and began aggressively enforcing its aims worldwide. Biometrics appears to be a new science, but it was actually developed by Galton back in the 1870s as a way to track racial traits and genetic histories, and as a way to decide who would be licensed to breed. In 1904, the Cold Springs Harbor Research Facility was started in the United States by eugenicist Charles Davenport with the funding of prominent robber barons Carnegie, Rockefeller, and Harriman. In 1907, the first sterilization laws were passed in the United States. Citizens with mild deformities or low test scores on their report cards were arrested and forcibly sterilized. In 1910, the U.S. Eugenics Record Office was set up. By then, the British had created the first network of social workers, expressly to serve as spies and enforcers of the eugenics race cult that was rapidly taking control of Western society. The social workers would decide who would have their children taken away, who would be sterilized, and in some cases, who would be quietly murdered. In 1911, the Rockefeller family exports eugenics to Germany by bankrolling the Kaiser Wilhelm Institute, which later would form a central pillar in the Third Reich. At the 1912 International Eugenics Conference in London, eugenics becomes an international craze and gains superstar status. The futurist and best-selling sci-fi author H.G. Wells had studied biology under top eugenicists and was spreading the new faith worldwide. In 1916, H.G. Wells' lover, Margaret Sanger, starts her promotion of eugenics in the United States. In 1923, Sanger receives massive funding from the Rockefeller family. Sanger wrote to fellow eugenicist Clarence J. Gamble that black leaders would need to be recruited to act as frontmen in sterilization programs directed against black communities. In 1924, Hitler pens Mein Kampf, or My Struggle, and credits U.S. eugenicists as his inspiration. Hitler even wrote a fan letter to American eugenicist and conservationist Madison Grant, calling his race-based book, The Passing of the Great Race, his Bible. Hitler developed the plan for mass extermination of the Jews and what he called other sub-races, as well as the handicapped, from Grant. By 1927, eugenics hit the mainstream. The so-called science was aggressively pushed through contests at schools, churches, and at state fairs. Churches competed in contests with big cash prizes to see who could best implement eugenics into their sermons. Major denominations then tell Americans that Jesus is for eugenics. That same year in the United States, more than 25 states passed forced sterilization laws, and the Supreme Court ruled in favor of brutal sterilization policies. When Hitler came to power in 1933, one of his first acts was to pass national eugenics laws
modeled after laws in the United States. By 1936, Germany had become the world leader in eugenics for taking effective actions to sterilize and euthanize hundreds of thousands of victims. The big three of American eugenics, Davenport, Laughlin, and Goethe, were dispatched by the Rockefellers to Germany, where they advised the Nazis on the fine-tuning of their extermination system. With the strong support of the U.S. and England, Germany had gone over the edge, and tens of millions would pay with their lives. At the end of the war, the Allies protected from prosecution the very Nazi scientist that had tortured thousands of people to death. The Nazi brand of eugenics had embarrassed the elites, but they had no intention of stopping their plans. The Allies literally fought with each other over who would get top Nazi eugenicist. It didn't matter if the SS doctors had tortured tens of thousands to death. They were free to go. The Angel of Death, Joseph Mengele, and his boss, Ottmar von Verscher, were not prosecuted, and von Verscher even continued his work in Germany after the war. Eugenicists were angry that their great work had been exposed. They then scrambled to camouflage their agenda. Eugenics Quarterly became Social Biology. The American Birth Control League became Planned Parenthood. New terms like transhumanism, population control, sustainability, conservation, and environmentalism replaced racial hygiene and social Darwinism. Many eugenicists of the previous period engaged in what they called crypto-eugenics. Purposefully taking their eugenics beliefs underground, they became highly respected anthropologists, biologists, and geneticists in the post-war world. Aldous Huxley, author of Brave New World and brother of Julian Huxley, gave a speech at Berkeley in 1962, shortly before his death. He admitted that his best-selling book, Brave New World, written in 1932, was based not on fiction, but on what the elite were actually planning to implement. And here I would like briefly to compare the parable of Brave New World with another parable which was put forth more recently in George Orwell's book, 1984. I'm inclined to think that the scientific dictatorships of the future, and I think there are going to be scientific dictatorships in many parts of the world, will be probably a good deal nearer to the Brave New World pattern than to the 1984 pattern. They will be a good deal nearer, not because of any humanitarian qualms in the scientific dictators, but simply because the Brave New World pattern is probably a good deal more efficient than the other. That if you can get people to consent to the state of affairs in which they are living, the state of servitude, the state of being, well, it seems to me that the nature of the ultimate revolution with which we are now faced is precisely this, that we are in process of developing a whole series of techniques which will enable the controlling oligarchy, who have always existed and presumably always will exist, to get people actually to love their servitude. People can be made to enjoy a state of affairs which, by any decent standard, they ought not to enjoy. And these methods, I think, are a real refinement on the older methods of terror, because they combine methods of terror with methods of acceptance. But then there are various other methods which one can think of. There is, for example, the pharmacological method. This was one of the things I talked about in Brave New World. The result would be that, I mean, you can imagine
euphoric, which would make people thoroughly happy even in the most abominable circumstances. I mean, these things are possible. A string of congressional investigations has uncovered more than 20,000 secret tests that were carried out against the American people between 1910 and 2000. One well-known eugenics study, the Tuskegee Syphilis Project, killed hundreds of blacks and spanned 40 years until whistleblowers exposed it in 1972. From 1943 until present, the British have tested lethal nerve gas on their own personnel, on land, air, and sea. Many died instantly. Still others died grueling deaths over several years. The federal government commissioned secret radiation experiments on thousands of non-consenting patients. Hundreds of hospitals in the U.S. injected healthy men, women, and children with uranium and plutonium at dosage levels ranging from non-therapeutic to lethal, killing many of the test subjects. Pregnant wives of GIs were given vitamins by base doctors that actually consisted of highly radioactive uranium-239 and plutonium-241, resulting in violent miscarriages and the death of the mothers. From 1951 to 1961, the U.S. Army paid Israel's health ministry 3 million lira to conduct radiation testing on Sephardic children that immigrated to Israel. The government-run public schools would tell the children that they were going to get a medical checkup and that they were receiving an X-ray. The Pentagon had already radiated more than 4,000 institutionalized children in the United States, many of which had died. More than 110,000 of the darker-skinned Jews were given 35,000 times the maximum dose of X-rays to the head repeatedly. Many of the children died within months. All of them lost their hair. Some still live today and endure excruciating health problems. The covert testing of chemical, biological, and radiological agents on unsuspecting populations continues worldwide today. From 1940 to 1979, the vast majority of the British population was sprayed by aircraft more than 2,000 times with deadly chemicals and microorganisms without ever being told. In 1968, the Pentagon tested a deadly bioweapon on New York subways and placed personnel in local hospitals to monitor the effects. Aggressive sterilization of men and women continued in many states until the mid-1980s. Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species. A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton. Bertrand Russell. H.G. Wells, Aldous Huxley, Bertrand Russell, and hundreds of other eugenicists constantly bragged about how the establishment believed themselves to be a separate, more advanced species than the common man. Top eugenicists were bold enough to admit that their real goal was not improving the heredity of the commoner, but to further dumb them down so that they could be more manageable. Nobel Prize winner Russell wrote at length about how vaccinations filled with mercury and other brain-damaging compounds would induce partial chemical lobotomies and develop a servile zombie population. Diet, injections, and injunctions will combine from a very early age to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible. Bertrand Russell. Over 100 years ago, eugenicist social planners said that they'd use mind-altering drugs to control the population. By 2007,
more than 20% of the U.S. population were on some type of prescription antidepressant. But in the case of foster children, a sector where the state has total control, at least 2/3 are forced to take a cocktail made up of, on average, 7 psychotropic drugs. Chairman of the Texas Society of Psychiatric Physicians, Joe Burkett, testified before the State House Select Committee hearing on psychotropic drugs in foster care and shocked the public when he said that 2/3 of foster children in Texas had been placed on psychiatric drugs because they were very, very sick from a bad gene pool. The Western world is now implementing eugenics pre-crime policies. Fetuses are now being pre-screened according to family histories of crime. From Portland, Oregon to London, England, Child Protective Services are enrolling newborn children into criminal databases at birth and forcing them to attend probation hearings at age 2. The overlords of scientific dictatorship are ruthlessly prosecuting a war on our most defenseless. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. The Kissinger-authored U.S. plan targeted 13 key countries where massive population reduction was called for. Kissinger recommended that IMF and World Bank loans be given on condition that nations initiate aggressive population control programs, such as sterilization. Kissinger also recommended that food be used as a weapon, and that instigating wars was also a helpful tool in reducing population. In 1972, the Nixon White House also implemented a eugenics policy which was directed by George Herbert Walker Bush, then United States Ambassador to the United Nations. Bush advised China on the formulation of their one-child policy and directed the federal government to forcibly sterilize more than 40% of Native American women on reservations. In the 1870s, the federal government, partly in order to meet its obligations to educate Aboriginal children, began to play a role in the development and administration of these schools. Two primary objectives of the residential school system were to remove and isolate children from the influence of their home, families, traditions, and cultures, and to assimilate them into the dominant culture. These objectives were based on the assumption that Aboriginal cultures and spiritual beliefs were inferior and unequal. Indeed, some sought, as was infamously said, to kill the Indian in the child. Today, we recognize that this policy of assimilation was wrong, has caused great harm, and has no place.
Les droits des grands-parents quand les enfants sont pris en charge par la DPJ. La question se pose ce soir alors qu'on vous présente l'histoire d'un grand-père qui se bat pour voir son petit-fils. Et Marie-Pierre, il a l'intention de faire tout ce qu'il peut pour avoir la garde de l'enfant. J'ai rencontré un homme complètement détruit aujourd'hui. Imaginez si vous êtes grand-parent qu'on vous empêche de voir vos petits-enfants et qu'en plus vous devez vous battre pour peut-être y arriver à un moment donné. Donc c'est un grand-père épuisé que je vous présente ce soir, mais qui est vraiment déterminé. Tout ce qu'on avait le droit, nous l'ont enlevé. Ce grand-père de la région de Trois-Rivières se bat depuis des mois. Il réclame des droits de visite auprès de son petit-fils. Mais la direction de la protection de la jeunesse s'y oppose. Quand ma fille est décédée, dernièrement, ils ont décidé, eux autres, qu'on verrait le petit une fois par mois. Ils ont commencé à nous tasser tranquillement. C'est de même qu'on est arrivé le 7 novembre, ça veut dire que plus d'enfants. C'est que la DPJ lui reproche de perturber son petit-fils âgé d'une dizaine d'années, en lui promettant qu'un jour, il pourra revenir habiter chez lui. Moi, je dis à l'enfant que je continue mes démarches. Il vous questionne? Oui, c'est l'enfant qui me questionne toujours. Je dis jamais de quoi à l'enfant sans que lui me questionne. Puis, mettons qu'ils n'ont pas aimé ça. La DPJ doit avoir des motifs sérieux pour empêcher tout contact entre des grands-parents et leurs petits-enfants. Les décisions, nous dit-on, sont toujours prises dans le meilleur intérêt de l'enfant. La loi dit que les parents ou les personnes qui remplacent les parents ne peuvent faire obstacle à ces relations que s'il y a des motifs graves et que c'est vraiment dans l'intérêt des enfants de couper les liens avec les grands-parents. Ça, c'est dans le Code civil. Au fond, la même règle s'applique dans le cadre d'une intervention de la protection de la jeunesse. Si le grand-parent sent que ses droits sont bafoués, il n'y a qu'une seule issue possible. Le grand-parent a un recours possible devant le tribunal. Il peut soumettre la situation de l'enfant et sa demande de maintien de relations personnelles au tribunal, et c'est le tribunal qui devra prendre une décision. C'est d'ailleurs sur ce recours que s'appuie maintenant ce grand-père qui veut retrouver le droit de voir son petit-fils à tout prix. Ça fait 8 mois que ma fille est morte, 9 mois que ma fille est morte. Ça fait 9 mois qu'elle joue avec moi. On va brasser, c'est sûr qu'on va brasser. Je laisse ça pour ça de même. Je vais avoir mon petit. L'homme a déjà amorcé les procédures auprès d'un avocat. Il a bien l'intention d'amener sa cause devant les tribunaux. Marie-Pierre Bouchard, Radio-Canada, Trois-Rivières. Les Autochtones de la communauté algonquine de Lac-Simon en Abitibi-Témiscamingue qui dénoncent vraiment l'attitude de la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ dans leur communauté. En fait, Claude, on a même bloqué l'accès des gens de la DPJ à la communauté. Effectivement. Donc, depuis lundi, il y a une quinzaine de grands-parents qui ont décidé de bloquer l'accès aux travailleurs du centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. À 3 reprises, ils l'ont fait. Et ce qu'ils dénoncent, c'est l'attitude de la Direction de la protection de la jeunesse. Ils disent qu'il y a trop de signalements, que les enfants sont retirés beaucoup trop tôt des familles lorsque c'est le cas. Actuellement, à Lac-Simon, il y a une 60aine d'enfants qui ont été retirés de leur famille, mais qui sont toujours sur la communauté chez des proches. Mais il y en a une trentaine qui, eux, ont été retirés et qui sont à l'extérieur et en majorité chez des Blancs. Mais au-delà de tout ça, c'est le fossé culturel entre les Autochtones et les intervenants de la DPJ qui a été dénoncé. Voici une manifestante. Mais dans la communauté, oui, on a des problèmes sociaux, je suis au courant. Je ne cache pas qu'il y a des problèmes sociaux dans la communauté. Mais c'est ça qu'ils utilisent ici, la DPJ. Ils utilisent les problèmes sociaux qu'on vit, que les parents vivent dans la communauté. C'est avec ça qu'ils ont du pouvoir au tribunal, dans nos familles puis au tribunal. Ils utilisent l'honnêteté des parents. Les parents ici là, sont bien honnêtes, sont capables de dire la vérité, mais ils utilisent cette vérité-là. Bon, alors de toute évidence, il y a une impasse. Alors qu'est-ce que le centre de jeunesse fait pour dénouer cette crise-là? Alors, il y a 2 rencontres qui ont déjà eu lieu sur la communauté. Il y a un plan d'action qui a été proposé par le Centre jeunesse. Et le Centre jeunesse dit qu'il fait beaucoup d'efforts pour adapter ses politiques. Voici un des porte-paroles. C'est sûr que mardi, on a entendu des gens insatisfaits. Nous, on sait à l'interne qu'on a aussi des gens satisfaits des services. Et s'il faut, effectivement, compte tenu de la situation actuelle, quand on dit qu'on est prêt à s'asseoir et à mettre ça par écrit, s'il y a des choses qu'il faut améliorer puis qui ont peut-être été échappées, bien, on va les rattraper.
Alors, on sait que ce matin, l'intention des Autochtones était de maintenir le blocus jusqu'à ce qu'ils aient un plan d'action par écrit et jusqu'à ce que tous les intervenants du centre jeunesse aient été avisés par leur direction de la situation. Ouais, des situations qu'on retrouve et qu'on voit ailleurs, comme ça au Canada, c'est pas tout à fait unique, mais bon, c'est une réalité. Merci beaucoup, Claude. We're talking about children that were tortured, that were kidnapped, that were put into cells, that had to take tons of experimental drugs, chained and whipped. The Quebec hospitals were under the rule of the APA, the American Psychiatric Association, and the CIA. The Duplessis orphans were used as human guinea pigs for medical experimentations. The Duplessis orphans case is a Canadian genocide. More than 100,000 Duplessis orphans have disappeared or murdered. Innocent children were falsely labeled mentally retarded and illegally warehoused into psychiatric hospitals. Puis là, quand ça, la religieuse, le soir, elle m'a embarqué dans un bain de l'eau glacée. Puis après ça, elle m'a mis la camisole de force. Encore, je pleurais trop pour ma mère. Je voulais m'en aller chez nous. C'est pour ça qu'ils m'ont torturée. Quand elle est sortie à la télévision, j'ai dit à mon mari, il faut que je leur dise à mes enfants. Parce qu'ils vont dire, ma mère a été dans un hôpital psychiatrie, ça n'a pas de bon sens. Every time that something came up that in the newspapers or television, it turns always into a massive cover-up. One lawyer told me, scandal must come from beyond the province of Quebec. Because he said, everybody here is rotten to the core. The corruption is so high. Moi, j'ai rentré à l'âge de 11 ans, je suis sortie là à 17 ans et demi. C'est grâce à ma sœur qui a des articles, qui a pu me sortir de là à l'hôpital psychiatrie. Bien, c'est là que j'étais contente de sortir de là. Je n'étais plus capable. J'avais trop de souffrance, je souffrais trop. Je suis émue parce que je m'en vais représenter tous ceux qui ont vécu en institution, tous ceux qui ont été abusés sexuellement. À quelques heures du départ, l'émotion la submerge. Son voyage lui coûte près de 3 000 $ qu'elle paye de sa poche pour dénoncer un terrifiant scandale. Son enfance, Nicole l'a passée derrière ses murs, comme plus de 3 000 petits Québécois. Dans les années 50, c'était un orphelinat géré par des religieux. On y recueillait les enfants abandonnés. Pour toucher des subventions, on les déclarait fous. Coupés du monde, beaucoup étaient traités par les prêtres comme des bêtes de somme ou comme des objets. On allait au presbytère faire le ménage, mais c'était pas juste le ménage en bas dans la cuisine, c'était aussi dans sa chambre. Quand c'est arrivé, j'avais 14 ans. Puis là, il a dit, écoute, tu vas te coucher, là, tu vas t'étendre sur lui, tu vas te déshabiller. Moi, je voulais pas, puis il m'a donné une claque sur la marboulette, puis il a dit, tu parleras jamais, il n'y a personne qui va te croire. Un bâtard, personne ne croit ça, un bâtard. Lorsqu'elle tombe enceinte, le curé paye pour la faire avorter. Il ne sera jamais condamné. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les orphelins de Duplessis exigent réparation et des excuses publiques. On veut d'être indemnisé parce qu'on a subi des atrocités. C'est la moindre des choses. Vendez-les vos Moses de porte en or à Saint-Pierre-de-Rome, là. Au Québec, la loi empêche les victimes de demander réparation 3 ans après les faits. Seule québécoise à faire le voyage, Nicole emporte beaucoup d'espoir, en premier lieu celui d'être enfin écoutée. They don't want you to know the truth, and I guess they're good at hiding it. The potential for abuse is enormous because of the way the thing is set up. Agencies are funded
by how many children they have in care. And if the number of children decrease, they get less funding. We are making money. They get all this money from the government from donations, and they're using it to protect themselves, not the children. Almost every single child was on a neuroleptic. A very clear example of empire building. Thunder Bay is benefiting big time with our kids in care. I don't know how many mortgages they're paying. This baby snatching system became a big business only in the last couple of decades. Well, I think the disconnect is in the history. Especially in the Jewish community, because people don't know that this is going on. People find it so hard to believe that a Children's Aid Society could act maliciously. It just goes outside of what people believe. Even though we were the adoptive parents who were supposedly going to adopt this child, you didn't protect me, you're supposed to. I would certainly expect that our police today respond. In child welfare, you actually have more power than the police. There are no other government agencies that have those types of powers. There's an imbalance of power from the word go. Confidential is actually code for secret. We'd like to keep it a secret. They're conducting themselves against the law. Tell government, when are you going to wait for another boarding school before all these kids come of age and start having lawsuits with them? Is that what they're waiting for? Be bold. Be a leader from time to time, for God's sake. Do something. We call them Cheyawish, that means the devil work is what they're doing.